Il était l'homme à la moustache, à l'esprit acéré et à la démarche théâtrale. En France, Jean Rochefort n'était pas simplement un acteur. Il était une institution. Du grand blond à un éléphant, ça trompe énormément. Il savait marier l'humour et la mélancolie avec une justesse rare. Mais derrière la voix douce et l'élégance feutrée, se cachait un homme qui a passé des décennies à dissimuler une douleur bien réelle. Il apprit l'anglais à 70 ans pour The Man Who Killed Don Quixote, avant d'être évacué d'urgence du plateau, la colonne vertébrale brisée, alors que le tournage n'avait même pas vraiment commencé. Il décrira plus tard cet épisode comme le chapitre le plus sombre de sa vie. Hors caméra, il luttait avec la culpabilité d'une paternité distante, des relations brisées et une dépression que peu ont perçue. Et en 2025, une accusation choc allait rouvrir toutes les certitudes que l'on croyait avoir. Voici le vrai Jean Rochefort, non pas seulement l'acteur, mais l'homme. Et son histoire est bien plus tragique qu'on ne l'aurait cru. Un enfant perdu qui rêvait de théâtre. Jean Raoul. Robert Rochefort naît à Paris en 1930 dans une famille modeste sans aucun lien avec le monde du spectacle. Il passe son enfance entre Vichy, Vincennes et Rouen, naviguant d'école en école, souvent désabusé, profondément marqué par les séquelles de la guerre. J'ai vu des femmes tondues dans la rue après la libération. Ça ne m'a jamais quitté, confiera-t-il plus tard à un psychiatre. Il n'avait rien d'un élève modèle. Son père le voyait comptable, un homme sérieux, avec une vie sérieuse. Mais Rochefort, adolescent élancé, attiré par le surréalisme et la poésie, aspirait à autre chose. À 19 ans, il part pour Paris et entre à l'école de la rue Blanche, puis au prestigieux conservatoire, où il côtoie Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Claude Rich. Et pourtant, même ici, le rejet s'invite tôt. Il est recalé au concours final du conservatoire. Une humiliation qui le marquera durablement. Cette blessure, il la portera longtemps. Devenir Rochefort. Dans les années 1950, Jean Rochefort fut sauvé artistiquement par la troupe de théâtre avant-gardiste Grenier-Hussenot, où son sens du timing comique et sa profondeur mélancolique attirèrent pour la première fois l'attention de réalisateurs comme Yves Robert. Il y découvrit aussi le cabaret et les amours, notamment avec la chanteuse Barbara. Mais son ascension fut lente, parsemée de ce qu'il appelait des films avoine, des navets qu'il acceptait pour pouvoir nourrir ses chevaux. Lorsqu'il n'était pas sur scène ou devant une caméra, il élevait des chevaux et étudiait les techniques équestres avec la même obsession qu'il portait à son métier. Il plaisantait souvent. Si mon compte est vide, n'importe quel scénario pourri devient shakespearien. Puis vinrent les années 1960, et le cinéma prononça son nom. Les débuts de Rochefort au cinéma étaient emplumés et épéistes. Cartouche, le capitaine Fracasse, le masque de fer. Il y tenait des rôles élégants, précieux, souvent secondaires. Jusqu'en 1972, où L'Étrangleur, titre original, Les Feux de la Chandeleur, lui offrit le rôle d'une vie, celui d'un homme brisé par ses choix, tentant de renouer avec sa fille. Il se laissa pousser la moustache pour le rôle et ne la rasa plus jamais. 2 ans plus tard, la comédie d'Yves Robert le Grand Blond avec une chaussure noire fit de lui une figure familière dans tous les foyers. C'est alors que commencèrent les années fastes, que La Fête commence lui valut son premier César, le Crabe-Tambour, un second, et les comédies jumelles. Un éléphant ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis le rendirent adoré de toutes les générations. Il ne jouait pas, il habitait, il n'interprétait pas, il écoutait. Derrière le rire, un homme en souffrance. Mais le succès n'a jamais guéri les blessures enfouies. Jean Rochefort avait beau être le chouchou du cinéma français, la voix de l'ironie aristocratique dans l'intimité, il portait une douleur que ni les rires ni les applaudissements ne parvenaient à apaiser. « Je vivais dans la panique », confia-t-il un jour. « Je pouvais faire galoper un cheval, mais je ne pouvais pas affronter mes souvenirs. »
Une rare confession de la part d'un homme qui avait fait de l'humour son bouclier. Rien ne le tourmentait plus que la paternité. Il avait 5 enfants issus de 3 relations, tous adorés, tous symboles de ces années qu'il estimait leur avoir volées. « J'ai trop travaillé. Je n'étais pas là », avoua-t-il vers la fin de sa vie. Ils n'ont pas eu l'homme. Ils ont eu son ombre. Son fils Pierre, né de son amour intense et tourmenté avec l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia, dira plus tard « Mon père était happé par une vie trop remplie. Je le voyais un week-end sur 2. » Cette phrase bouleversa profondément Rochefort, qui se sentit coupable d'avoir été absent durant les années où son fils avait le plus besoin de lui. Et Nicole Garcia fut un amour qu'il ne surmonta jamais tout à fait. Leur relation, passionnée, orageuse, dura 7 ans. Ils eurent un fils, mais Rochefort refusa qu'ils vivent ensemble, ne voulant pas, disait-il, risquer l'érosion de la tendresse. François Berléand, qui vécut ensuite 12 ans avec Garcia, révéla que Rochefort l'avait aimé tout aussi ardemment. Un triangle presque inconnu du grand public, mais qui laissa des cicatrices émotionnelles aux 3. Rochefort admettait « Nos incompatibilités étaient flagrantes », mais il la porta dans son cœur durant des décennies. Elle, de son côté, ne se présenta plus jamais publiquement avec un autre homme après lui. Son premier mariage, avec Alexandra Moskwa, lui donna 2 enfants et 20 années d'harmonie rustique à Montfort-l'Amaury, des chevaux dans les prés, du bois dans la cheminée. Mais il s'effondra sous le poids de ses absences et de son agitation intérieure. Il qualifiera plus tard cette union de geste de Don Quichotte, dictée plus par l'élan romantique que par la sagesse. Sa fille Marie mit longtemps à le comprendre. Son fils Julien, plus nomade, partageait son besoin de fuite. Il se sentait coupable pour les 2. Ce fut Françoise Vidal, architecte, cavalière, et celle qu'il appelait sa reine douairière, qui finit par l'ancrer. Il la rencontra lors d'un concours hippique, frappé d'abord par son magnifique postérieur, puis conquis par son énergie et sa soif de vivre. Elle le tira de sa période la plus sombre. Ils se marièrent discrètement en 1989 et eurent 2 filles, Louise et Clémence. « Je suis une vendange tardive », disait-il avec reconnaissance. « Pour la première fois, je me sens père. » Et pourtant, même dans ce bonheur tardif, il sentait la distance grandir à mesure que la vieillesse et la maladie l'envahissaient. Ces tempêtes émotionnelles, la culpabilité, la solitude, le sentiment de ne jamais être à sa place, éclatèrent violemment au milieu des années 1970, lorsqu'il tourna Calmos, une satire misogyne qu'il apprit à détester. Le film provoqua un scandale culturel, et Rochefort admit qu'il en avait été profondément blessé. Blier traitait les femmes comme les nazis traitèrent les juifs. Cet humour allait trop loin. La polémique le heurta, mais ce qui le blessa davantage fut de constater à quel point il s'était éloigné des valeurs qu'il espérait transmettre à ses filles. Dès lors, tout commença à se déliter. Derrière son esprit vif, il sombra dans des épisodes de dépression profonde, des jours entiers cloués au lit, des silences interminables, des disparitions qui inquiétèrent ses proches. Il masquait tout derrière les blagues, l'élégance comme un costume, et le rire tonitruant que le public adorait. Mais en privé, il était fragile, insomniaque, et de plus en plus hanté par les fantômes. La froideur de son père, les jugements de son frère Pierre, la mort de ses plus chers amis, Belmondo, Marielle, Cremer, Noiret. La souffrance, c'est la solitude, murmura-t-il un jour, et je ne peux pas tout cacher. Des amis racontèrent plus tard qu'il disparaissait parfois plusieurs jours, incapable de décrocher le téléphone ou de se rendre sur un plateau. Il souffrait d'un profond dégoût de lui-même, se décrivant comme trop maigre, trop timide, avec une tête de faux derche. Il redoutait la vieillesse. Ce mot obscène, disait-il, et développait une obsession pour les vêtements, se construisant une garde-robe de vieux beau pour dissimuler le déclin qu'il ressentait dans chaque os. Puis vint le rôle censé tout racheter, celui qui exigeait du courage,
celui qu'il croyait être né pour incarner, et qui, au lieu de le sauver, faillit le briser. Don Quichotte, le rêve qui l'a brisé. En 2000, Terry Gilliam choisit Jean Rochefort pour incarner le rôle principal dans The Man Who Killed Don Quixote, aux côtés de Johnny Depp. C'était le rôle d'une vie. Quichotte, le rêveur, le fou, le chevalier tragique. Rochefort avait 70 ans, mais il se lança dans ce projet avec la fougue d'un jeune homme de 30 ans. Il passa 7 mois à se préparer, apprenant l'anglais depuis zéro, pour pouvoir déclamer les répliques archaïques et poétiques avec dignité. Il travaillait chaque jour avec un coach vocal, s'entraînait à cheval durant des heures et étudiait même la démarche et la gestuelle des hidalgos espagnols, âgés pour incarner le personnage dans les moindres détails. Gilliam déclara plus tard « Jean ne voulait pas juste jouer Quichotte, il voulait le devenir. » Mais dès le premier jour, le tournage sembla maudit. L'équipe s'installa dans les paysages arides des Bardenas Real, au nord de l'Espagne. La météo annonçait un ciel dégagé. À la place, un orage violent s'abattit sur la région, transformant tout en bourbier et emportant le matériel. Les falaises ocre changèrent totalement de couleur, rendant inutilisables toutes les scènes déjà tournées. L'assurance refusa de couvrir les dégâts. Puis vinrent les avions. Une base de l'OTAN, située à quelques kilomètres à peine, entama sans préavis des exercices militaires. Des chasseurs survolèrent la zone toutes les 5 minutes, ruinant les prises de son et forçant l'équipe à recommencer les scènes encore et encore. Gilliam dira plus tard, c'était comme si Dieu lui-même ne voulait pas que ce film voie le jour. Et puis survint l'impensable. Rochefort commença à ressentir une douleur étrange, diffuse, au bassin et dans le bas du dos. D'abord, il tenta de l'ignorer. Après tout, il incarnait un chevalier habitué à la souffrance. Mais la douleur s'intensifia, devenant lancinante. Un après-midi, lors d'une simple scène à cheval, son corps le trahit. Il se figea en selle, les yeux écarquillés, incapable de bouger sans grimacer. Des membres de l'équipe durent l'aider à descendre, lui qui, tout en souriant, répétait « Ce n'est rien ». Mais ce n'était pas rien. Les médecins diagnostiquèrent une double hernie discale si grave qu'elle provoquait une paralysie partielle. Il ne pouvait plus monter, ni même rester debout. Rapidement, il ne parvint plus à marcher. Gilliam le supplia de se reposer, mais Rochefort, accablé, ne cessait de s'excuser. « Je vous déçois. Je déçois Quichotte. » Il fallut finalement l'évacuer en hélicoptère médical vers Paris. Le tournage fut arrêté quelques jours plus tard. Gilliam ne put plus filmer une seule scène avec lui. Le documentaire Lost in La Mancha capta la douleur du moment. Rochefort, allongé sur une table de traitement, les yeux embués de larmes, murmurant qu'il n'avait jamais manqué une seule journée de tournage en toute sa vie. Gilliam, anéanti, écrivit dans son journal de production « Don Quichotte est mort, mais vivra à jamais. » Une manière de faire le deuil d'un rêve nourri pendant 10 ans et détruit en quelques jours. Pour Rochefort, cette chute marqua le chapitre le plus douloureux de sa carrière. La blessure le cloua au lit pendant des mois. Il perdit du poids, sa mobilité et surtout sa confiance. La dépression, qui l'avait toujours accompagné en silence, finit par l'engloutir. Il confia un jour à un ami, d'une voix basse, « Ce fut le chapitre le plus sombre de ma vie. J'ai trahi mon corps, et mon corps m'a trahi. » L'ironie était aussi cruelle que le destin lui-même. L'homme qui avait passé sa vie à fuir ses propres fragilités fut brisé par le rôle d'un personnage dont l'essence même reposait sur des rêves fragiles. Un dernier retour, un dernier adieu. Et pourtant, il se releva. Contre toute attente, contre la douleur, l'âge et le souvenir obsédant de Don Quichotte, Jean Rochefort se redressa. Lentement, silencieusement, mais de manière incontestable. À 72 ans, alors que la plupart de ses contemporains s'étaient effacés dans une retraite paisible, il livra l'une des performances les plus bouleversantes de sa carrière dans L'Homme du Train, face à la légende du rock français,
Johnny Hallyday. Le film, un face-à-face élégant entre un gangster usé et un professeur de poésie à la retraite, fut salué par la critique comme une méditation sur la vieillesse, les regrets et les secondes chances. La retenue de Rochefort y était dévastatrice. Il ne jouait pas, il se révélait. Puis vint, ne le dit à personne, le thriller coup de maître de Guillaume Canet. Rochefort y incarnait Gilbert Neuville, figure moralement ambivalente, glissant dans l'intrigue tel un fantôme, calme, calculateur, inoubliable. Pour le jeune public, ce fut une révélation. Le vieux monsieur à la moustache pouvait encore voler la vedette. Jamais enfermé dans un seul registre, Rochefort devint aussi une voix adorée du grand public. Il prêta son timbre unique, chaleureux et mordant à des films d'animation comme Titeuf, des séries jeunesse, des émissions littéraires et des chroniques radiophoniques poétiques. Il fit des apparitions dans des sketchs absurdes, resta une icône pour des réalisateurs convaincus que le talent, comme le bon vin, se bonifie avec le temps. Mais le rôle qui allait devenir son dernier fut aussi le plus vulnérable. Dans Floride, réalisé par Philippe Leguet, Rochefort incarna un industriel à la retraite, glissant dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Le film n'était pas un adieu, mais il en avait la saveur. Il insuffla à son personnage du charme, de l'arrogance, de la tendresse et de la peur. Par moments, il devenait impossible de discerner l'acteur de son rôle. Lorsqu'on lui demanda comment il s'était préparé, il répondit simplement « J'ai lâché la corde ». Peu après, dans un dernier geste d'élégance, il annonça sa retraite. Lors de sa dernière grande interview, il déclara en souriant « La plupart des scénarios veulent tuer Papy. Moi, je préfère partir avec dignité. » Du Rochefort pur jus, caustique, lucide et d'une honnêteté désarmante. Mais les blessures ne se refermèrent jamais tout à fait. Fin 2016, il fut hospitalisé pour de vives douleurs abdominales. Pendant des mois, les rumeurs circulèrent discrètement. Diverticulite, infection interne, complications post-opératoires. Il perdit du poids. Il cessa de faire des apparitions publiques. Et le 9 octobre 2017, Jean Rochefort s'éteignit dans un hôpital parisien. Il avait 87 ans. La France se réveilla sous le choc. Le pays s'arrêta net. Jean-Paul Belmondo, son ami de toujours et complice de 1000 farces, fut inconsolable. Alain Delon parla de la fin d'une époque. Les réalisateurs Patrice Lecomte, Guillaume Canet, Jean-Pierre Mocky lui rendirent hommage. Les hommages affluèrent, fans, critiques, acteurs, présidents. Emmanuel Macron le salua comme l'esprit de l'élégance et de la malice française. Les réseaux sociaux se remplirent d'images, Rochefort à cheval, Rochefort et sa pipe, Rochefort et cet éclat d'ironie dans le regard. Ces obsèques, célébrées en toute discrétion dans les Yvelines, réunirent les géants du cinéma français. Pas de paparazzi, pas de tapis rouge, seulement le silence et le bruissement léger des feuilles d'automne. Il fut inhumé à Gros-Rouvre, le village paisible où il avait vécu des décennies, entouré de nature et de chevaux. Une rose blanche fut posée sur son cercueil par l'une de ses filles. Une vieille botte d'équitation reposait à ses côtés. L'un de ses derniers souhaits était simple. Pas de statue, pas de rue, juste des rires, s'ils viennent. Ils sont venus. Mais les larmes aussi. Une dernière controverse. 8 ans après sa mort, au printemps 2025, une accusation vint briser l'aura paisible, presque mythique, qui entourait l'héritage de Jean Rochefort. Dans une interview bouleversante publiée dans Le Monde, l'actrice Dominique Blanc, lauréate de 4 Césars, reconnue pour sa précision et son intensité, révéla qu'au cours du tournage de Je suis le seigneur du château à la fin des années 1980, Jean Rochefort avait franchi une limite que personne ne devrait jamais franchir. Elle décrivit un incident survenu lors d'une répétition, durant lequel Rochefort l'aurait touchée de manière inappropriée, la laissant humiliée, impuissante, incapable de parler dans un environnement dominé par les hommes. Selon elle, l'affaire fut étouffée par l'équipe de production.
C'était aux les années 80, dit-elle. On m'a répondu, ne fais pas d'histoire, c'est Jean Rochefort. La révélation provoqua une onde de choc dans le paysage culturel français. Pendant des décennies, Rochefort avait été célébré comme le gentleman du cinéma, espiègle, élégant, parfois politiquement incorrect, mais jamais cruel. Il incarnait à lui seul l'âge d'or du cinéma français, raffiné, autodérisoire, adoré du public. L'idée que, derrière cette moustache et ce charme, ait pu se cacher une part plus sombre, une part abusive, fut difficile à admettre pour beaucoup. Les hommages traditionnels diffusés chaque année à l'anniversaire de sa mort furent brusquement suspendus. Une rétrospective prévue sur France Télévisions fut repoussée. Des documentaires disparurent discrètement des plateformes de streaming. Les institutions culturelles se retrouvèrent confrontées à un dilemme. Comment gérer sa mémoire? La Cinémathèque française publia un communiqué prudent évoquant la difficulté de séparer l'auteur de l'acteur, le talent de la conduite. L'industrie se divisa. Certains collègues prirent sa défense. Le réalisateur Philippe Leguay, qui l'avait dirigé dans Floride, déclara que les accusations étaient incompatibles avec l'homme que j'ai connu pendant 20 ans. D'autres, notamment des jeunes acteurs et critiques féministes, affirmèrent au contraire que c'était précisément cette culture du respect sacralisé qui avait permis à certains comportements d'échapper à toute remise en question pendant des décennies. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. D'un côté, la nostalgie. De l'autre, la quête de justice. Certains défendèrent la préservation de l'œuvre, même si l'artiste tombait. D'autres demandaient « mais à quel prix ?» Aucune action en justice ne pouvait être engagée. Rochefort était mort en 2017. Il n'y aurait ni procès, ni excuse, ni défense, ni confrontation directe. Mais le poids de l'accusation restait là, lourd, inaltérable. Sa famille publia un bref communiqué, grave. « Nous sommes dévastés et profondément attristés. Nous soutenons toute femme qui exprime sa vérité. Et nous pleurons aussi la possibilité que l'homme que nous connaissions n'ait pas été celui que nous croyions. » Mais peut-être l'écho le plus troublant vint-il des propres mots de Rochefort, prononcés des décennies plus tôt lors d'un entretien radio. « J'ai vécu ma vie en essayant de ne blesser personne. Si je l'ai fait, j'ai échoué dans la seule chose qui comptait. » Jean Rochefort a fait rire la France, l'a fait pleurer, l'a fait réfléchir. Derrière la voix soyeuse et la moustache légendaire se cachait un homme en lutte avec lui-même. Charmeur à l'écran, tourmenté en coulisses. Des chevaux aux souvenirs enfuis, de Quichotte maîtrisé à la malédiction assumée, il vécut une vie à la fois immense et terriblement solitaire. Et même après sa mort, son histoire ne s'est pas achevée, elle s'est brisée. Faut-il se souvenir de Jean Rochefort pour les rôles qu'il a joués ou pour les vérités révélées après le dernier acte? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Rochefort, héros, mise en garde, ou un peu des deux. Et si cette histoire vous a touché, pensez à liker et partager. Car si son récit est tragique, c'est dans la mémoire, lucide, que commence la dignité.